Si vous êtes victime d'irrespect, d'ignorance, de dénigrement ou de blessures émotionnelles, ce n'est pas parce que le monde est trop cruel, c'est parce que, à un moment inconscient de votre esprit, vous l'avez permis. Cette affirmation provoque un malaise immédiat, car elle déplace la responsabilité de l'extérieur vers le centre le plus sensible de l'être humain, sa propre conscience. Et c'est précisément là que commence toute véritable transformation. Napoleon Hill enseignait que l'esprit humain, lorsqu'il n'est pas guidé par un but précis, est automatiquement soumis aux influences extérieures. Rien n'arrive par hasard. Aucun comportement irrespectueux ne s'installe sans avoir d'abord trouvé une autorisation psychologique. La plupart des gens pensent souffrir parce qu'ils sont trop bons, trop patients, trop compréhensifs. Mais Hill n'aurait jamais confondu la bonté avec un manque de discernement. Pour lui, le véritable danger ne résidait pas dans la méchanceté d'autrui, mais dans un esprit fonctionnant en mode automatique, sans pensée dominante, sans maîtrise de soi, sans autodiscipline émotionnelle. Un tel esprit accepte l'inacceptable non par vertu, mais par habitude. Il tolère non par amour, mais par une peur inconsciente de la confrontation, du rejet ou de la solitude. Réfléchissez honnêtement. À quel moment avez-vous appris que la difficulté à avaler était un signe de maturité? Quand avez-vous décidé que garder le silence face au manque de respect était une preuve de force intérieure? Ces décisions sont rarement conscientes. Elles se forment lentement, comme des suggestions répétées, absorbées par l'esprit tout au long de la vie. Hill appellerait cela un conditionnement mental. Et tout ce qui est conditionné peut être reprogrammé, à condition d'en prendre conscience. Le manque de respect s'exprime rarement par des cris, il s'insinue par des murmures, un petit mensonge ignoré, un retard négligé, une remarque désobligeante prise pour une plaisanterie. Chaque concession semble insignifiante prise isolément, mais ensemble, elles forment un schéma puissant. L'esprit, après l'avoir accepté une fois, l'enregistre. Après l'avoir accepté 2 fois, il la normalise. Après l'avoir accepté 3 fois, il commence à s'y attendre. Et lorsqu'il s'en rend compte, il ne s'agit plus du comportement de l'autre, mais de l'identité que vous vous êtes forgée, celle de quelqu'un que l'on peut surpasser. Napoleon Hill affirmait que les êtres humains sont soumis à la loi de la pensée dominante. Ce que vous acceptez de manière répétée finit par être érigé en vérité par votre esprit. Et l'esprit docile façonne alors vos émotions, vos réactions et vos décisions en fonction de cette vérité acceptée. Ce n'est pas le monde qui définit votre valeur, mais la représentation mentale que vous avez de vous-même. Si cette représentation est fragile, le monde la met à l'épreuve. Si elle est forte, le monde la respecte. Il existe une question silencieuse que tout le monde autour de vous se pose, même inconsciemment. Jusqu'où puis-je aller avec toi? Cette question n'est pas formulée verbalement. La réponse se trouve dans vos comportements, dans ce que vous tolérez, dans ce que vous corrigez, dans ce que vous ignorez. Lorsque vous ne répondez pas consciemment, l'environnement répond pour vous. Et presque toujours, sa réponse est cruelle. On vous a peut-être appris à croire que poser des limites éloigne les gens. Hill, lui, voyait le contraire. Les limites n'éloignent que ceux qui n'auraient jamais dû s'approcher. Un esprit discipliné ne recherche pas l'approbation aveugle. Il recherche la cohérence intérieure. Et cette cohérence intérieure engendre une présence silencieuse qui réorganise les relations sans avoir besoin de longs discours ni de confrontations explosives. Il existe un moment crucial, presque imperceptible, où l'esprit décide s'il sera souverain ou soumis. Ce moment survient lorsqu'une souffrance nous envahit et que nous choisissons de réagir ou de garder le silence. Agir, même face à la peur, renforce notre équilibre. Se soumettre, c'est s'affaiblir. Répété suffisamment souvent, ce processus forge des destins entiers. Il ne s'agit pas de dureté, de froideur ou d'arrogance, mais de maîtrise de soi. Napoleon Hill affirmait que le plus grand pouvoir de l'être humain réside dans sa capacité à diriger ses pensées, ses émotions et ses réactions. Ceux qui n'y parviennent pas abandonnent inconsciemment le contrôle de leur vie aux circonstances et aux personnes les plus influentes de leur entourage. Si vous ressentez un malaise, sachez que ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe d'une prise de conscience nouvelle. Votre esprit commence à comprendre que certains schémas ne correspondent plus à votre potentiel. Ignorer ce signal, c'est revenir en mode automatique. L'écouter, c'est entamer un processus irréversible de reconquête de votre pouvoir. Voici la tension que peu osent affronter. Dès l'instant où vous décidez de ne plus accepter certains comportements,
Certaines personnes réagiront mal, non pas parce que vous avez changé en mal, mais parce que vous êtes devenu imprévisible. Hill disait que tout changement intérieur provoque une résistance extérieure. Ce n'est pas un signe d'erreur, mais un signe de progrès. Cette compréhension initiale est cruciale. Le manque de respect répété n'est pas une attaque isolée, mais un système. Et tout système prend naissance dans l'esprit. Tant que vous ne prendrez pas le contrôle de votre monde intérieur, vous continuerez à traiter les symptômes et à ignorer la cause. Mais dès l'éveil de la conscience, plus rien n'est comme avant. Et la première épreuve de cet éveil survient toujours de la même manière. Lorsque la vérité commence à se déformer autour de vous, c'est alors que l'esprit est mis à l'épreuve et doit choisir entre prendre position ou se retirer. Votre réaction à ce moment précis déterminera tout ce qui suivra. Il y a un moment précis où le manque de respect cesse d'être un vague sentiment et se manifeste concrètement, lorsque la vérité commence à se déformer. Non pas par de grands mensonges dignes d'un film, mais par de petites déviations, presque imperceptibles. Une histoire qui change un détail, une promesse jamais faite, selon l'autre personne. « Je n'ai jamais dit ça », lancé avec trop de désinvolture. C'est ainsi que tout commence. Et presque toujours la première réaction est intérieure, une oppression silencieuse dans la poitrine, suivie du doute. Ai-je mal compris? Peut-être que j'exagère. C'est à ce moment précis que l'esprit est mis à l'épreuve. Napoleon Hill affirmait que l'esprit humain accepte les suggestions avant même de les analyser rationnellement. Lorsqu'on vous ment et que vous hésitez à le confronter, le mensonge ne reste pas seulement extérieur. Il s'insinue en vous, il s'installe, il commence à concurrencer votre propre perception. La vérité cesse d'être un fait et devient une négociation intérieure. Et chaque fois que cela se produit, quelque chose change. La confiance en soi s'affaiblit un peu plus. Imaginez une scène banale, du quotidien. Vous avez convenu d'un rendez-vous important avec quelqu'un, une heure précise, des termes clairs. Le lendemain, cette personne affirme que cela n'a jamais été organisé ainsi auparavant. Son ton est calme, presque convaincant. Vous vous en souvenez parfaitement, mais vous ne réagissez pas. Vous esquissez un sourire, changez de sujet, acceptez sa version pour éviter tout conflit. En apparence, vous faites preuve de maturité. Pourtant, intérieurement, un message dangereux résonne en vous. Ma perception peut être remise en question. Hill dirait que c'est le début d'une soumission psychologique silencieuse. Le mensonge est offensant non seulement par son contenu mensonger, mais aussi parce qu'il instaure une hiérarchie implicite. Celui qui ment affirme sans un mot qu'il peut manipuler la réalité en toute impunité. Et celui qui l'accepte admet que sa propre lucidité est négociable. Il ne s'agit pas de morale, mais de pouvoir mental. Un esprit qui ne se défend pas s'enfonce dans la confusion. La confusion engendre l'insécurité. L'insécurité engendre une tolérance excessive. Et la tolérance excessive ouvre la porte à de nouveaux abus. Certaines personnes fondent des relations entières sur cette dynamique. Elles ne mentent pas qu'une seule fois. Elles mentent petit à petit. Elles modifient leur version, elles testent les limites. Elles observent les réactions. Chaque mensonge accepté étend leur emprise. Et le plus dangereux, c'est qu'elles agissent avec une apparente normalité. Pas de cris, pas d'agression directe, juste l'érosion lente des certitudes de l'autre. Napoleon Hill enseignait que les pensées dominantes gouvernent les émotions et les comportements. Accepter un mensonge, même petit, alimente une pensée dominante de doute. L'esprit se met alors à cogiter. On se met à repasser les conversations en boucle, à douter de sa mémoire et à chercher une validation extérieure pour ce qui paraissait évident. Ce processus ne se déroule pas du jour au lendemain. Il s'installe insidieusement, comme un goutte-à-goutte constant. Et lorsqu'on s'en rend compte, on ne fait plus entièrement confiance à ses propres intuitions. Le déclic survient rarement dans la colère. Il survient dans la lucidité. Un moment où quelque chose ne colle plus, un détail récurrent, un schéma qui se dévoile. La même personne qui ment sur différentes choses avec la même facilité. Et alors surgit la question qui change tout. Si je sais que ce n'est pas vrai, pourquoi est-ce que je fais semblant? Cette question n'accuse pas l'autre. Elle vous ouvre les yeux. Hill soutenait que la domination mentale exige une réponse, non une explosion. La force ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans la fermeté de sa position. Dire la vérité, calmement et clairement, est un acte d'harmonie intérieure. Il ne s'agit pas de convaincre l'autre, mais de rester intègre. Lorsqu'on dit « ce n'est pas vrai » sans agressivité, un phénomène curieux se produit. Les personnes intègres se rétractent.
Elles s'excusent, elles se corrigent, les manipulateurs s'irritent. Ils se défendent excessivement. Ils s'irritent. Ils tentent de renverser la situation. À cet instant, le voile se lève. Certains redoutent ce moment car il redéfinit les relations. Certains prennent leur distance, d'autres changent d'avis. Mais rien de tout cela n'est une perte. Hill affirmait que toute clarté d'esprit réorganise l'environnement. Les mensonges ne prospèrent que là où la vérité n'est pas défendue. Lorsque l'esprit prend position, le contexte change. Vous vous souvenez peut-être maintenant de situations où vous saviez quelque chose, mais avez choisi de l'ignorer. Non par faiblesse, mais par habitude. La bonne nouvelle, c'est que les habitudes mentales peuvent être modifiées. La première étape n'est pas de se méfier de tout le monde, mais de se faire confiance. Un esprit entraîné ne vit pas dans un état d'alerte paranoïaque. Il vit dans la cohérence. Il se produit quelque chose de presque imperceptible lorsqu'on cesse d'accepter les mensonges. Le respect s'installe naturellement, sans qu'il soit nécessaire de constamment s'affronter. On commence à peser ses mots, à réfléchir avant de déformer les faits. Certains prennent naturellement leur distance, d'autres se rapprochent. Et l'on comprend alors que la vérité, lorsqu'elle est cultivée intérieurement, crée un rempart silencieux et protecteur. Mais ce n'est là que la première grande épreuve de l'esprit éveillé. Lorsque la vérité devient incontestable, quelque chose d'encore plus précieux entre en jeu. Quelque chose qui, ignoré, vous prive non seulement de votre lucidité, mais aussi de la vie elle-même, en fragments invisibles. C'est alors que se révèle le défi suivant. Il existe une forme d'irrespect qui ne provoque presque jamais de dispute, mais laisse des cicatrices profondes, le vol silencieux du temps. Il ne se manifeste ni par une agression directe, ni par des paroles blessantes. Il apparaît par des retards à répétition, des promesses non tenues, des réponses qui ne viennent jamais, des réunions annulées sans explication. La plupart des gens tolèrent cela comme s'il s'agissait d'un détail presque insignifiant, mais l'esprit, lui, le remarque. Il le remarque toujours, car le temps n'est pas qu'un emploi du temps. Le temps, c'est la vie en mouvement. Pour Napoleon Hill, le temps était un prolongement direct de l'esprit. Selon lui, ceux qui ne protègent pas leur temps font preuve, même inconsciemment, d'un manque de direction intérieure. Lorsqu'une personne considère son temps comme jetable, ce n'est pas sa patience qui est mise à l'épreuve, mais la valeur qu'elle accorde à sa propre existence. Chaque minute perdue est source d'apprentissage pour l'esprit. La question est, qu'apprend-il de cette expérience? Au début, on essaie de se justifier. La personne est occupée. Un imprévu est survenu. Elle n'avait aucune mauvaise intention. On cherche des explications pour éviter tout malaise. Mais le même schéma se répète, sans cesse. On s'organise, on change ses plans, on se libère du temps. L'autre personne arrive quand elle le souhaite, répond quand elle le peut, promet et ne tient pas ses promesses. Et on reste là, à attendre. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Combien de fois vous êtes-vous préparé à quelque chose qui n'a jamais eu lieu? Combien d'heures de votre vie ont été suspendues à attendre quelqu'un? À quel moment avez-vous réalisé que votre temps pouvait être gaspillé sans conséquence? Qui vous a convaincu que vous plaindre serait exagéré? Et pourquoi, malgré votre malaise, avez-vous continué à le tolérer? Hill affirmait que la concentration consciente est l'une des plus grandes forces de l'humanité. Mais la concentration exige des limites claires. Lorsque vous laissez les autres perturber sans cesse votre temps, votre esprit se disperse. Vous vivez en réaction, en ajustement, à la poursuite des choses. Vous ne prenez jamais les devants. Vous ne faites que répondre. Et un esprit réactif perd de sa force sans même s'en rendre compte. Le chaos extérieur finit par refléter le chaos intérieur. Il existe une différence subtile mais cruciale entre la patience et le manque de considération pour soi-même. La patience a ses limites. Le manque de considération pour soi-même, lui, n'en a pas. Quand quelqu'un vous respecte, il respecte votre emploi du temps, vos engagements, votre parole. Non par obligation, mais parce qu'il en perçoit la valeur. Le respect du temps ne découle pas de reproches incessants, mais d'une attitude ferme. Et une attitude ferme n'est pas agressive. Elle est discrète, elle est constante. Beaucoup confondent compréhension et permissivité. Ils croient qu'en acceptant les retards et la négligence, ils font preuve de maturité. Or, il dirait que la maturité consiste à choisir consciemment où investir son énergie. Le temps qu'on consacre à quelqu'un est un investissement mental, et tout investissement doit être rentable. Autrement, il s'agit d'une perte cumulée. Avez-vous déjà observé qui est toujours à l'heure pour ce qu'il considère comme important?
Avez-vous remarqué que certaines personnes ne sont jamais en retard pour ce qui compte vraiment pour elles? Les retards fréquents sont rarement dus à un manque de temps. Ils sont presque toujours dus à un manque de priorisation. Et accepter cela, c'est accepter sans réfléchir que l'on peut vous reléguer au second plan sans réagir. Il existe un tournant décisif qui change tout. Il ne survient pas lorsqu'on se plaint, mais lorsqu'on agit. Une seule fois. On communique clairement, sans excès d'émotion, sans accusation. On affirme simplement « Mon temps est précieux. Si cela se reproduit, je m'en vais. » À cet instant précis, quelque chose se réorganise en nous. On ressent un certain malaise, certes, mais on ressent aussi un sentiment d'harmonie. L'esprit comprend que désormais, le contrôle est repris. Le plus curieux, c'est ce qui se passe ensuite. Les personnes sincèrement bienveillantes adaptent leur comportement. Elles commencent à donner des avertissements, à se conformer, à respecter, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous avez su vous affirmer. D'autres disparaissent. Ils ne se plaignent pas. Ils ne s'expliquent pas. Ils s'évaporent, tout simplement. Et cela révèle quelque chose qui était jusque-là caché. Ils ne vous perdent pas. Ils perdent simplement l'accès à votre temps. Combien de relations dans votre vie n'existent que parce que vous êtes toujours disponible? Que resterait-il si vous cessiez d'attendre, d'insister, de vous adapter? Qui resterait présent si votre emploi du temps était soumis à des règles claires? Hill enseignait que le succès commence lorsqu'une personne décide de ce qu'elle n'acceptera plus. Cette décision n'est pas extérieure, elle est mentale, et chaque décision mentale forte produit des effets visibles. Lorsque vous commencez à considérer votre temps comme une ressource précieuse, votre esprit s'organise, vos choix deviennent plus clairs, votre concentration se renforce et votre environnement s'adapte. Il y a quelque chose de presque imperceptible dans ce processus. En protégeant votre temps, vous protégez aussi votre énergie émotionnelle. L'anxiété diminue, le sentiment d'être constamment sous pression disparaît. Vous cessez de vivre au rythme des autres et commencez à mener votre propre vie. Cela ne supprime pas les opportunités, mais élimine le gaspillage. Mais ce changement intérieur a un effet secondaire inattendu. Quand on ne tolère plus que l'on empiète sur son temps, certains commencent à tester d'autres limites. Ils changent de stratégie. Le manque de respect ne disparaît pas, il se transforme. Et c'est à ce moment précis que surgit le défi suivant, encore plus subtil, plus psychologique, plus dangereux pour ceux qui n'y prennent pas garde. Il existe une forme d'irrespect rarement perçue sur le moment, car elle ne se présente pas comme une agression. Elle se dissimule sous des apparences d'humour, d'attention, de conseil ou d'intimité. Elle se manifeste par des phrases en apparence anodines, prononcées avec un sourire ou un ton bienveillant. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle contourne si facilement les défenses. Lorsqu'on s'en aperçoit, quelque chose a déjà changé en soi. La confiance s'est érodée, la spontanéité a diminué, la joie est devenue plus prudente. Napoleon Hill nous avait prévenu que l'esprit humain est extrêmement sensible aux suggestions répétées, qu'elles se présentent sous forme de louanges déguisées, de critiques subtiles ou de taquineries incessantes, peu importe. La répétition finit par infiltrer l'esprit. Et rares sont les choses aussi destructrices que les suggestions qui s'attaquent à l'identité. Car lorsque l'identité s'affaiblit, tout le reste s'effondre silencieusement. Vous connaissez peut-être cette situation. Vous partagez une réussite, quelque chose dont vous êtes fier. La réaction ne tarde pas. C'est bien, mais ça pourrait être mieux. Ou encore, attention à ne pas trop vous emballer. Un autre jour, vous exprimez un malaise légitime et vous entendez « tu es trop sensible ». Peu à peu, vous apprenez à moins parler, à vous expliquer davantage, à douter de vos propres sentiments. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu d'agression directe. Mais l'effet cumulatif a été dévastateur. Des études en psychologie sociale montrent que les personnes constamment exposées à des micro-dévalorisations finissent par revoir leurs attentes et leurs objectifs à la baisse sans même s'en rendre compte. Elles n'abandonnent pas par incapacité, mais parce qu'on leur a inculqué l'idée qu'elles exagèrent, qu'elles dérangent les autres, qu'elles sont trop exigeantes. Ce n'est pas un hasard, c'est un conditionnement. Hill appellerait cela un sabotage mental par influence extérieure. Le plus surprenant, c'est que beaucoup de ces personnes ne se perçoivent pas comme des agresseurs. Elles pensent aider, faire preuve de réalisme et vous ramener à la réalité. Or, il y a une différence fondamentale entre sincérité et dénigrement. La sincérité donne de la force.
le dénigrement affaiblit, et l'esprit perçoit cette différence même lorsqu'il tente de rationaliser. On observe des situations troublantes dans des environnements professionnels où des employés très compétents voient leur performance décliner après avoir travaillé avec des supérieurs hiérarchiques qui recourent constamment au sarcasme et aux critiques voilées. Pas d'insultes ni de sanctions directes, juste des remarques récurrentes qui sèment le doute. Quelques mois plus tard, ces personnes démissionnent, convaincues de ne pas avoir été à la hauteur. Non pas par manque de compétences, mais parce que leur estime de soi a été progressivement ébranlée. Napoleon Hill affirmait que l'image de soi est le fondement de la réussite. Lorsqu'une personne s'attaque sans cesse à ce fondement, elle ne fait pas que se montrer désagréable, elle compromet directement son propre destin. L'esprit se met alors en mode défensif, on cesse de créer, de prendre des risques, de s'exprimer. Et le monde interprète ce repli comme une faiblesse, alors qu'il s'agit en réalité d'une forme d'autoprotection tardive. Il y a un point critique dans cette dynamique. Il survient lorsqu'on commence à se justifier, à s'excuser pour ses sentiments, à rire de quelque chose qui nous a blessés simplement pour éviter les conflits. À ce moment précis, l'esprit tire une leçon dangereuse. Il est plus sûr de se rabaisser que de s'affirmer. Et cette leçon, si elle n'est pas remise en question, influence profondément toutes les relations futures. Hill soutenait que la maîtrise des émotions n'est pas une répression, mais un choix conscient. Refuser des paroles qui vous déstabilisent intérieurement est un acte de discipline mentale. Cela ne requiert pas de confrontation explosive, mais de la clarté. Une phrase ferme, une limite simple. Ne me parle pas comme ça. L'impact de cette phrase ne réside pas dans le ton, mais dans ce qu'elle communique intérieurement. Je me respecte. Des témoignages personnels montrent que lorsque cette limite est fixée, la réaction est souvent révélatrice. Certaines personnes présentent des excuses sincères et modifient leur comportement. D'autres réagissent avec ironie, vous accusent d'être trop sensible et tentent de se dédouaner. Et c'est alors que la vérité éclate au grand jour. Ceux qui vous respectent vos limites émotionnelles. Ceux qui se nourrissent de votre vulnérabilité pour se sentir supérieurs sont perturbés lorsque cela cesse. Ce qui est curieux, c'est qu'après s'être éloignés de ce type d'influence, de nombreuses personnes constatent une amélioration immédiate de leur clarté mentale, de leur créativité et même de leur santé physique. L'anxiété diminue, l'insomnie s'atténue. Libéré des attaques constantes contre l'identité, l'esprit fonctionne avec plus d'énergie, non pas parce que le monde a changé, mais parce que la source de perturbation a disparu. Napoleon Hill enseignait que l'on devient ce que l'on accepte comme vérité répétée. Interrompre les suggestions négatives, c'est aussi interrompre le destin qu'elles façonnaient. Cela ne requiert pas d'endurcissement émotionnel, mais de fidélité à soi-même. Et cette fidélité intérieure génère une force silencieuse qui réorganise tout l'environnement. Mais ce cheminement recèle une dimension encore plus profonde. Lorsque vous cessez de vous laisser attaquer à votre personne, certains cessent de parler et changent radicalement de comportement. La donne change, la dynamique s'intensifie, et c'est dans ce nouveau contexte qu'apparaît un schéma encore plus dangereux, capable d'épuiser votre énergie, votre temps et votre attention. C'est alors que la prise de conscience devient inévitable. Il arrive un moment où le manque de respect cesse de simplement s'attaquer à votre perception ou à votre identité et commence à vous miner plus profondément, votre énergie vitale. Ce type de relation ne se crée pas de façon explicite. Au contraire, il se développe généralement sous couvert de proximité, de confiance, voire de loyauté. Vous êtes toujours présent, toujours disponible, toujours prêt à écouter, à aider, à soutenir. Et au début, cela semble être une vertu. Vous paraissez fort fiable et indispensable. Mais avec le temps, quelque chose commence à vous peser. Napoleon Hill affirmait que toute relation humaine est, par essence, un échange d'énergie mentale et émotionnelle. Lorsque cet échange se déséquilibre, l'esprit entre dans un état d'épuisement constant. Vous donnez de l'attention, du temps, de l'écoute, des efforts. En retour, vous ne recevez que silence, absence, excuses vagues. Ce n'est pas un événement isolé. C'est un schéma récurrent. Et la répétition de ces schémas façonne les destins. Vous reconnaissez peut-être cette scène. On se tourne toujours vers vous quand on traverse une crise, quand on a besoin de se confier, quand quelque chose ne va pas. Vous répondez, vous écoutez, vous conseillez, vous offrez votre soutien. Mais quand c'est vous qui avez besoin d'aide, la réponse tarde à venir, voire
n'arrive jamais. Et quand elle arrive enfin, elle est brève, superficielle, impatiente. Vous commencez à trouver des excuses. La personne est occupée, elle traverse une période difficile, elle ne veut pas vous faire de mal. Et une fois de plus, votre esprit préfère protéger le lien plutôt que de se protéger lui-même. Le problème, c'est que les relations à sens unique ne sont pas stables. Elles vous épuisent. Petit à petit, vous réalisez que vous êtes fatigué sans raison apparente, irrité, moins créatif, moins motivé. Votre esprit cherche à comprendre ce qui ne va pas, mais il pointe rarement vers la véritable cause. Car admettre qu'une personne proche de vous bénéficie de votre dévouement sans que vous ne lui rendiez la pareille demande du courage psychologique. Cela implique de rompre avec une routine confortable. Napoleon Hill enseignait qu'un désir bien défini doit être protégé des influences qui détournent l'énergie. Ceux qui ne font que consommer ne volent pas seulement du temps. Ils volent aussi l'attention, la clarté et la capacité d'avancer. On commence alors à remettre les projets à plus tard, à reporter les décisions et à culpabiliser de donner la priorité à sa propre vie. Non pas parce que quelqu'un nous l'a interdit, mais parce qu'on nous a appris à nous faire passer après les autres. Il y a un moment critique dans cette dynamique. Il survient lorsqu'on cesse, même instinctivement, de donner autant. Non pas par choix, mais par épuisement. On prend son temps pour répondre. On ne se propose pas immédiatement. On ne résout pas les problèmes. Et puis on observe. Le silence de l'autre commence à révéler quelque chose d'inquiétant. Certains demandent si tout va bien. Ils font preuve d'une réelle préoccupation. D'autres disparaissent tout simplement, sans rien exiger, sans explication, comme si le lien n'avait jamais existé. Voilà le retournement de situation inattendu. L'absence de réaction montre que la relation n'était pas fondée sur l'échange, mais sur l'accès. Cette personne ne vous regrette pas. Elle regrette ce que vous lui offriez. Hill dirait que c'est à ce moment précis que l'esprit s'éveille à une vérité à la fois dure et libératrice. La proximité n'est pas toujours synonyme de connexion. Parfois, elle n'est que commodité. À ce stade, il est fréquent de ressentir de la culpabilité. On se demande si l'on est égoïste, froid, ingrat. Mais cette culpabilité ne provient pas de la conscience. Elle provient du conditionnement. L'esprit a été entraîné à croire que donner sans recevoir est une vertu. Hill ne défendrait jamais cela. Pour lui, des relations saines enrichissent les deux parties. Quand l'une seulement s'épanouit tandis que l'autre s'épuise, c'est qu'il y a un problème profond. Les témoignages de ceux qui ont rompu ce schéma révèlent quelque chose de curieux. Au début, c'est le vide, le silence, une étrange impression de ne plus rien accomplir. Mais très vite, l'espace se libère, un espace mental, un espace émotionnel. L'esprit se remet à respirer, l'énergie revient, les projets au point mort reprennent leur sens. Non pas grâce à l'arrivée d'une nouvelle personne, mais parce qu'une influence toxique a disparu. Le plus révélateur, c'est de réaliser combien de relations n'existaient que grâce à votre soutien. Dès que vous cessez de les soutenir, elles s'effondrent. Et ce n'est pas un échec, c'est un constat. Napoleon Hill affirmait que le succès commence lorsqu'une personne choisit avec soin où investir son attention et ses émotions. L'attention est une force. L'émotion est un carburant. Offrir cela sans réciprocité, c'est s'exposer à un épuisement professionnel assuré. Avec le temps, on apprend à repérer les signes avant-coureurs. Les personnes qui ne se manifestent que par intérêt, qui ne prennent jamais de vos nouvelles, qui changent de sujet dès qu'on parle de vous. Un esprit exercé n'a plus besoin de se justifier. Il observe, comprend et décide. Non par colère, mais en accord avec ses valeurs. Pourtant, ce retrait d'énergie passe rarement inaperçu. Quand on cesse de se donner à fond, certains tentent de reprendre le contrôle, non pas en demandant, mais en s'immisçant, en envahissant, en franchissant des limites qu'ils respectaient auparavant superficiellement. C'est à ce moment précis que surgit la dernière et la plus dangereuse épreuve. Une épreuve qui révèle, sans l'ombre d'un doute, qui vous respecte et qui se contentait de tolérer vos limites fragiles. C'est là que tout se joue. Il arrive un moment où tout s'éclaire. On réalise alors que les mensonges acceptés, le temps perdu, l'identité bafouée et les relations à sens unique n'étaient pas des événements isolés, mais les symptômes d'un problème plus profond, l'absence de limites claires et de conséquences réelles. L'épreuve ultime survient précisément à ce moment-là. Elle ne se dissimule pas, elle s'impose. C'est lorsqu'une personne franchit une limite que vous avez pourtant clairement établie. Non par erreur,
mais volontairement. Et à cet instant précis, tout ce que vous avez appris est mis à l'épreuve. Napoleon Hill enseignait que les limites sont des décisions mentales. Elles n'existent véritablement que lorsque l'esprit est prêt à les défendre par des actes. Une limite sans conséquence n'est pas une limite, c'est simplement un vœu pieux. Lorsque vous dites « ne me fais pas ça » et que rien ne change après la violation, le message envoyé au subconscient de l'autre personne est clair. Vos paroles n'ont aucune valeur. Et plus grave encore, le message que vous vous envoyez à vous-même est que votre sécurité émotionnelle est négociable. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Vous expliquez calmement. Vous leur donnez une chance. Vous écoutez leurs excuses. Vous croyez à leurs promesses. Et pendant un bref instant, tout semble s'améliorer. Mais bientôt, le même comportement revient. La même intrusion. Le même manque de respect. Le même sentiment d'être exploité. À ce stade, beaucoup persistent. Non par espoir, mais par attachement. L'esprit confond persévérance et loyauté, et c'est ainsi que le cycle se perpétue. Hill soutenait que la maîtrise de soi commence lorsqu'un individu choisit d'agir selon ses principes, même si cela engendre un malaise immédiat. L'action juste n'apporte pas toujours un soulagement instantané. Parfois, elle engendre le silence, la perte, la distance. Mais ce vide initial n'est pas une absence. C'est un espace qui se crée. Un espace où l'esprit peut respirer à nouveau, libéré d'une surveillance constante. Un espace où la paix intérieure cesse d'être menacée. Lorsque vous appliquez la conséquence une seule fois, un changement profond se produit, non seulement dans votre environnement, mais aussi en vous. L'esprit prend conscience de la cohérence entre la pensée et l'action. Cette cohérence renforce l'estime de soi de manière profonde et silencieuse. Vous cessez de vous demander si vous exagérez. Vous cessez de vous justifier intérieurement. Vous commencez à faire confiance à votre propre perception. Et cette confiance change tout. Les personnes qui vous respectent comprennent le message sans avoir besoin de longues explications. Elles s'adaptent. Elles réévaluent leur comportement. Elles restent. Celles qui dépendent de votre permissivité réagissent avec colère, se victimisent ou tentent de vous blâmer. Certaines essaient de négocier vos limites. D'autres essaient de les discréditer. Mais toutes révèlent une chose essentielle. Elles ne vous respectaient pas. Elles ne respectaient que l'accès dont elles disposaient. Les psychologues comportementaux ont observé un fait curieux. Lorsqu'une personne commence à établir des limites claires, le nombre de conflits initiaux peut augmenter, mais la qualité des relations s'améliore considérablement avec le temps. Cela s'explique par le fait que l'environnement se réorganise autour de cette nouvelle attitude mentale. Le chaos s'estompe, la clarté s'installe, et la vie devient plus sereine. Napoleon Hill affirmait que la pensée dominante façonne le destin. Lorsque votre pensée dominante devient « je me respecte », vos décisions s'harmonisent. Les choix deviennent plus simples. La peur de déplaire à autrui perd de son emprise, non pas par indifférence, mais parce que vous comprenez une vérité fondamentale. Votre paix intérieure ne peut dépendre de l'approbation d'autrui. Mettre en pratique tout ce qui a été dit ne nécessite ni confrontation quotidienne, ni discours enflammés. Cela exige de la constance. Commencez par observer les schémas récurrents. Identifiez ce qui vous épuise. Définissez clairement vos limites. Et surtout, respectez vos engagements. La conséquence n'a pas besoin d'être agressive, elle doit être concrète. Prendre du recul est aussi une forme de communication. Peut-être, ce faisant, certaines personnes quitteront-elles votre vie. Cela risque d'être douloureux. Mais Hill enseignait que les pertes qui préservent l'intégrité ne sont pas des échecs. Ce sont des réajustements nécessaires. L'espace laissé vacant par ceux qui ne vous respectent pas est le même espace où peuvent émerger des relations plus saines, des opportunités plus en adéquation avec vos valeurs et une version plus forte de vous-même. Si quelque chose s'est éveillé en vous pendant cette vidéo, ne l'ignorez pas. La prise de conscience sans action s'endort aussitôt. Mettez-la en pratique. Expérimentez. Observez. La transformation ne se fait pas instantanément, mais elle commence par une décision claire, celle de ne plus tolérer ce qui vous diminue. Si ce contenu vous a touché, merci de liker la vidéo. Cela permet à la chaîne de toucher un public plus large qui a besoin d'entendre ce message. Si vous le souhaitez, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou vos réflexions. Vous pouvez le faire anonymement si vous préférez. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à approfondir ce chemin vers la maîtrise mentale, la clarté émotionnelle et la force intérieure. Votre esprit est votre atout le plus précieux. Le protéger est la première étape vers un changement radical.